toutes mes excuses pour ces petits problèmes techniques et merci beaucoup aux deux organisatrices de m'avoir invité aujourd'hui pour parler effectivement de ces marchés levantins sous la plume de voyageurs français. Alors, bon, parmi les voyageurs français de la Renaissance qui sont partis au Levant, il faut avouer tout de suite que très peu de textes de marchands ont véritablement connu une fortune éditoriale importante. Et par exemple, si cela veut bien fonctionner, dans le premier voilà. Dans effectivement le premier chapitre de ces observations de plusieurs singularités qui sont parues en 1553, le naturaliste Pierre Belon du Mans explicite sa démarche en faisant du marchand en fait une sorte de contre-modèle. Il nous dit effectivement que ceux qui entreprennent un voyage lointain en étrange pays pour leur affaire particulière sont plus curieux de chercher les choses nécessaires pour mettre fin à leur délibération que d'employer leur temps à quelques autres observations dont ils n'ont connaissance, comme il appert par le trafic d'un marchand, lequel, combien qu'il ait fait plusieurs voyages en Indie et Terre-Neuve, néanmoins, n'ayant autre but que bien employer son argent en achat de marchandises, ne se soucie d'acquérir infinie singularité qu'un homme curieux pourrait bien observer. Donc cette remarque liminaire, qui semble presque discréditer finalement le regard du marchand, présenté ici comme incapable d'observation et peut-être même réduit au seul intérêt comptable, c'est une remarque qui apparaît peut-être un petit peu naïve là sous la plume de Belon et en fait qui se heurte, nous allons le voir, à plusieurs pages de son récit qui lui met plutôt en valeur finalement les marchandises qui sont échangées au Levant. Alors, je propose justement d'examiner aujourd'hui, dans le cadre de cette journée d'études, la possibilité finalement d'une empreinte, disons, empreinte d'un intérêt commercial, peut-être d'un regard marchand, mais voilà, il faudra voir si cette notion peut trouver une définition ou non. Donc, une empreinte de cet intérêt commercial dans quelques récits de voyageurs qui sont partis en Orient au milieu du XVIe siècle, dans l'entourage donc de Gabriel d'Aramon, dont vous avez le portrait qui s'affiche à l'écran. Alors, cette ambassade, brièvement, pour la recontextualiser, elle s'inscrit en fait dans le prolongement des tentatives d'alliance franco-turque qui ont été mises en place par les prédécesseurs de Gabriel d'Aramon et initiées après la défaite de Pavie de 1525. C'est en réalité dès 1535 qu'une première ambassade française permanente est inaugurée à Constantinople avec l'arrivée de l'ambassadeur Jean de la Forêt, et le mandat de Jean de la Forêt instaure une sorte de double vocation de ces missions françaises au Levant, double vocation à la fois donc diplomatique, mais aussi philologique. Philologique parce qu'il y a une vraie dimension savante qui se manifeste dans ces ambassades, dans la mesure où les ambassadeurs, en fait, sont généralement accompagnés de savants qui sont là pour chercher des manuscrits orientaux, notamment Guillaume Postel dans l'entourage de ce Jean de la Forêt. Et dans le cas d'Aramon, eh bien, lui aussi imite en fait ce modèle de son prédécesseur. Et dans le cadre de son ambassade qui est active, disons, de 1547 à 1553 auprès du sultan Soliman, Aramon lui aussi s'entoure de curieux, pour reprendre le terme de Belon, de curieux et de savants, dont les textes ont vraiment permis de dessiner une image de l'Orient à partir de ce milieu du XVIe siècle. Alors pour quelques noms plus ou moins célèbres, il y a André Tevet, Pierre Belon, dont nous avons parlé, Pierre Gilles, Jean Chénaud, ou encore Nicolas de Nicolet, dont nous allons parler ensuite. Alors ces deux vocations, diplomatique et philologique, en fait, il faut en ajouter une troisième, qui justifie finalement d'évoquer ce corpus autour de l'ambassadeur d'Aramon aujourd'hui. Et il s'agit bien sûr de la vocation marchande. Effectivement, toutes les capitulations qui ont pu être passées entre la France et l'Empire ottoman au XVIe siècle, comme ça a été montré par Gilles Weinstein notamment, ce sont des capitulations très importantes pour le commerce, puisqu'elles ont pour but principal d'essayer de définir en fait des garanties, des immunités qui seraient accordées aux étrangers dans l'Empire ottoman, et notamment aux marchands qui résideraient dans l'Empire ottoman. Donc même si les voyageurs que j'évoquerai aujourd'hui ne sont pas vraiment des marchands, ce sont plutôt des savants ou des hommes qui ont une vocation diplomatique, en réalité, la perspective commerciale, nous allons le voir, n'est pas du tout étrangère à leur récit. Et on pourra s'interroger en se demandant déjà, voilà, quel est cet intérêt commercial qui se manifeste dans leur texte, de quelle manière cet intérêt peut-il se manifester, et aussi, je m'intéresserai à l'espace du marché,
l'espace du marché en me demandant s'il se réduit uniquement à une singularité orientale, comme beaucoup d'autres lieux orientaux décrits par ces voyageurs, ou bien si ce marché peut révéler malgré tout une expérience pratique du voyage. Alors, pour commencer, on peut s'intéresser à tous les marchands et les marchandises que l'on croise finalement dans ces textes. Et effectivement, la perspective marchande, elle s'illustre de différentes manières. D'abord par le fait que ces voyageurs entrent très régulièrement en contact avec un certain nombre de marchands, avec lesquels on peut supposer qu'ils échangent de manière plus ou moins développée. Alors effectivement, si on regarde le récit de Jean Chénault, qui lui relate de façon très détaillée la vie de l'ambassade, on voit que à l'arrivée de l'ambassadeur à Alexandrie, eh bien, un certain nombre de marchands se présentent voilà, un petit peu volontairement à Ramon, à l'ambassadeur. Chénault nous dit vinrent au-devant du disieur ambassadeur, le consul des Français, et plusieurs autres marchands qui pour l'or y étaient, car là est le port où tout marchand chrétien qui trafique au pays d'Égypte aborde. De la même manière, lors de la description d'Alep, cette fois, Chénault ne manque pas de préciser que Alep est le lieu où toutes sortes de nations de marchands abordent. Enfin, à Constantinople, par exemple, l'ambassade loge à Péra, Péra, où eh bien, Chénault précise encore une fois que c'est là que tout marchand chrétien demeure. Donc, sous la plume de Chénault, on voit que ces marchands restent plutôt anonymes. Leur nationalité, à part ces marchands français d'Alexandrie, leur nationalité n'est pas systématiquement explicitée, mais ces remarques sont assez représentatives, il me semble, de l'environnement, finalement, dans lequel ces voyageurs sont plongés. Et ils ne fréquentent pas uniquement voilà, des milieux diplomatiques, mais aussi des milieux marchands. Alors ces contacts toujours directs avec des marchands voilà, n'est pas du tout restreint aux marchands chrétiens ou aux marchands européens, puisque dans ses navigations, pérégrinations et voyages, publiées un petit peu plus tard, en 1567, donc bien après son voyage, Nicolas de Nicolet propose 5 illustrations de marchands. On en avait 3 ici qui s'affichent, mais Nicolet, en fait, représente le marchand arabe, juif, ragusien, arménien et grec. Alors chez lui, est-ce un contact qui serait limité simplement à un contact d'ordre visuel? C'est tout à fait possible, hein, parce que dans son texte, Nicolet fait en fait allusion très directement à ces illustrations, en signalant par exemple que il a vu plusieurs marchands arabes vêtus et habillés comme la suivante figure le démontre, donc c'est celle qui est le plus à gauche pour vous, ou bien il signale également que, au sujet du marchand juif qui est au milieu ici, celui que j'ai dépeint est un de ceux qui portent vente du drap par la ville de Constantinople. Donc, ce contact, a priori, semble assez superficiel dans la mesure où c'est un contact vraiment visuel dans un premier temps, mais ces images nous montrent déjà l'intérêt ethnographique pour les figures du commerce en Orient dans ces textes de voyageurs, et surtout, dans la perspective qui nous occupe, ces figures représentent finalement l'échange avec des représentants du commerce, des représentants locaux, des marchands aussi que l'on rencontre dans ces lieux orientaux. Alors la deuxième manière peut-être d'envisager effectivement les marchands et les marchandises dans ces textes, ce sont les très rares, malheureusement, mais les rares scènes effectivement d'échange commercial. Ces scènes d'échange commercial permettent peut-être d'interroger, dans le prolongement de la communication de Gabriel Audisio tout à l'heure, eh bien, la porosité finalement entre ces identités de voyageurs et la difficulté de définir toujours de manière très stricte qui est marchand, qui est voyageur, qui est diplomate, puisque, par exemple, dans le premier livre des observations de Pierre Belon, toujours, Belon livre un certain nombre de conseils, conseils pratiques aux voyageurs qui veut découvrir ce qu'il appelle les choses que les Turcs ont accoutumé vendre. Et Belon explique très bien avoir trouvé un savant turc pouvant lui apprendre justement la langue arabe, et il a demandé à ce savant de lui écrire une table de ce qu'il appelle toutes les espèces de marchandises, drogueries et autres matières qu'on vend par les boutiques de Turquie. Donc cette table, qui permet finalement aux voyageurs naturalistes, mais aussi apothicaires qu'est Pierre Belon, cette table lui permet, alors il se dit incapable de prononcer correctement les mots et de se faire comprendre, eh bien d'écrire et de montrer visuellement les éléments dont il a besoin et qu'il cherche à acheter. Et c'est la première citation à l'écran. Belon explique effectivement
quand je voulais avoir quelque chose d'une boutique de drogueurs, si je ne la pouvais bien proférer en leur langage, j'en montrais l'écrit afin que le marchand qui la vendait la pût mieux entendre. Alors cette scène d'échange commercial est d'autant plus intéressante qu'elle fait bien voir le voyageur dans une situation pratique, mais ensuite Belon poursuit par, d'une part, un véritable éloge du commerce qui vient finalement un petit peu remettre en cause sa remarque liminaire sur la distinction de sa démarche et de celle des marchands, et cette remarque se clôt surtout sur une conclusion assez remarquable, puisque Belon, naturaliste, prend presque les traits d'un marchand. Et donc c'est la deuxième citation à l'écran. Effectivement, Belon signale que, étant au Levant, j'ai fait reconnaître grand nombre de drogues aux marchands qui, pour être à eux inconnus, restaient là. Et maintenant, commencent à être communes en vente à Venise et plusieurs autres lieux. Et principalement le vrai nitre, cardamome majeur, la vraie térébenthine et autres semblables, dont je parlerai ailleurs plus à plein. Et j'assure, là on retrouve la rhétorique de l'authenticité des voyageurs, mais Belon nous assure que si je me voulais mettre en devoir de prouver que premièrement j'ai rapporté grand nombre de telles drogues que nous n'avons point, et que nous n'eussions pu recouvrir pour or ni argent, je n'aurais pas faute de témoins suffisants. Donc, Belon apparaît finalement loin d'être hostile à l'encontre des marchands. Il se présente presque lui-même comme un intermédiaire ici entre Europe et Orient, un intermédiaire pouvant faire circuler lui aussi un certain nombre de denrées qui seraient utiles à la pharmacopée ou là plutôt dans le cadre de médicaments. Alors, troisième aspect peut-être de ces marchands et marchandises dans ce corpus, eh bien toutes les précisions. Les précisions qui peuvent être notées par des marchands effectivement, euh, beaucoup de voyageurs notent en fait les prix et les cours des produits qui sont vendus sur place. Par exemple, chez Nicolas de Nicolet, lors de sa visite du Grand Bazar de Constantinople, celui-ci signale que il adviendra que vous y aurez l'entière fourrure d'une longue robe toute fine de martre zibeline pour 80 ou 100 ducats, que vous n'auriez par-deçà pour 3 ou 4 fois autant. Un petit peu comme Nicolet, Belon, là encore, donne aussi des précisions voilà, sur le cours, cette fois, du mastic à l'île de Chios. Après avoir fait un long développement naturaliste sur ce mastic et la manière dont il est extrait des arbres lentisques, eh bien, Belon va plus loin, dépasse cet intérêt naturaliste pour donner une précision sur le revenu qui est tiré du mastic en signalant effectivement que ce revenu est si grand qu'ils embaillent aux Turcs pour la somme de 4 000 ou 5 000 ducats par an, en déduction de la somme de leur tribu, et lui vendent le quintal au prix de 105 ducats. Le reste, ils le réservent pour eux, etc. Et il précise ensuite une connaissance qui, selon lui, est erronée des marchands français. Les marchands français, voyant qu'il est toujours à un prix, pensent et disent communément que quand ils en ont recueilli une certaine quantité, ils en jettent le reste. Mais cela est faux, car comme j'ai dit, ils font grande dépense à accoutrer et entretenir les lentisques. Bon. Donc des précisions à la fois comptables, mais aussi de corrections finalement qui peuvent intéresser ces marchands. Enfin, toujours dans ces précisions d'intérêt, pardon, toujours dans ces précisions d'intérêt, on peut noter que ces voyageurs mentionnent très longuement les routes commerciales en fait qui s'élaborent au Levant. Belon toujours, lors de sa visite de Silivri, donc une province de l'actuel Istanbul, signale effectivement tous les navires qui arrivent à Silivri pour à la fois se charger de marchandises qui viennent de la Turquie intérieure, et ces navires sont explicitement mentionnés par lui comme étant des navires vénitiens. Donc, effectivement, les indications que l'on peut donner sur les marchandises intéressent ici a priori les commerçants, vénitiens, mais aussi d'autres lieux, et révèlent véritablement les routes commerciales entre Orient et Europe. Donc, les voyageurs partis dans cet entourage de Gabriel d'Aramon ne peuvent évidemment être confondus avec des marchands. La distinction entre les deux est assez claire, mais d'autant plus claire qu'ils développent plutôt un ethos soit naturaliste, soit de diplomate, disons. Mais beaucoup de scènes, en fait, révèlent le contact entre ces voyageurs et des marchands. Ceux-ci peuvent aussi être mis dans des situations d'intermédiaires assez comparables à celles que l'on attendrait de la part de négociants. Et on voit qu'ils portent vraiment un intérêt notable à la circulation de denrées ou bien aux routes que ces denrées empruntent. Alors, ces précisions
on peut se demander si elles sont simplement dictées, ou du moins en partie dictées par leur insertion, voilà, dans ce milieu de commerçants une fois qu'ils sont à l'étranger. On peut aussi se demander comment ces précisions peuvent-elles se conjuguer à la représentation de lieux marchands et notamment au marché plutôt levantin. Alors, sur ces marchés, bon, a priori, le marché, ou du moins c'était l'hypothèse que j'avais au départ, qui n'a pas forcément été totalement validée, mais on pourra y revenir dans la discussion. A priori, le marché, en tant qu'espace public, en tant que lieu où l'on expose, eh bien, c'est déjà un espace de relative liberté pour les voyageurs. C'est un espace qui leur est ouvert, contrairement a priori à beaucoup d'autres espaces privés qui échappent à leur regard. C'est donc un lieu qui concentre vraiment l'attention de ces voyageurs. Si on reprend le texte de Chénaud, on voit qu'il insiste très lourdement sur le fait que toute ville en Turquie possède un bazar quasiment en son centre. Belon, lui aussi, signale de manière très systématique qu'il y a un marché dans telle ville, que effectivement dans ces marchés, on trouve tel ou tel bien, telle ou telle denrée qui est singulière. Et donc, on pourrait même, à partir de ces textes, en fait, cartographier les denrées orientales et les échanges qui s'y font. Nicolet, lui, consacre un certain nombre de chapitres de ses navigations à différents aspects des marchés, que ce soit le bazar de Constantinople, mais aussi les marchés orientaux, on l'a vu tout à l'heure. Donc en ce sens, le marché intéresse et comme c'est un lieu où on s'expose, cela devrait être le lieu un peu par excellence de l'autopsie. Donc de l'autopsie en tant que caractéristique traditionnelle de l'écriture du voyage. Les voyageurs curieux observent véritablement ces lieux. Et c'est ce qu'on peut effectivement voir chez Belon, du moins en partie, avec sa description du bazar du Caire dans ses observations, puisque Belon signale que la chose du Caire la plus à estimer est le Bazestan, c'est-à-dire un lieu enfermé où l'on voit l'argenterie et orfèvrerie, ouvrage de soie et aucune sorte de droguerie précieuse, auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens assemblés, car ils conviennent léants pour négocier ensemble, quasi comme au Palais à Paris, ou à la Bourse à Anvers, ou au Change à Lyon, et s'il n'y a rien de nouveau et de beau en la ville, il le faut aller voir là. Donc c'est une description là plutôt élogieuse et assez exemplaire d'un bazar. On a une mention limitée mais quand même présente de l'architecture. C'est un lieu enfermé, mais cette fermeture est d'autant plus intéressante que c'est malgré tout un lieu ouvert, encore une fois, au regard. Belon signale la liste des biens précieux que l'on peut y trouver. Il évoque la foule aussi qui s'y presse. Et il propose ici trois comparaisons aux connues, qui sont des comparaisons caractéristiques de l'écriture de l'analogie pratiquée par ces voyageurs. Ici, ces analogies, on voit, semblent être dictées par la taille ou la multitude de marchands et d'acheteurs que l'on peut rencontrer dans le bazar du Caire. Et c'est une description exemplaire du point de vue de l'autopsie, puisque on voit ce verbe voir à la fin ici, qui est effectivement exploité pour signaler que toutes les nouveautés, les singularités de la ville s'y rencontrent. De la même manière, on peut effectivement voir que Belon s'intéresse aux véritables singularités dans certains marchés. On peut prendre un autre exemple, et cette fois le marché de la ville d'El Tor dans le Sinaï, dans lequel Belon signale l'existence d'un grand marché de poissons secs, donc c'est la deuxième citation, un grand marché de poissons secs, auquel ils fendent les ventres quand ils les prennent, puis les salent un peu et les sèchent au soleil, et ainsi préparés, ils les peuvent garder longtemps. Et Belon poursuit en disant « Entre ceux que j'y ai reconnus ont été bars, que les latins nomment lupi et umbrae, que nous appelons maigre et brème de mer, nommés cantari et dental, etc. » Donc là, on a un vrai geste d'autopsie finalement avec ce regard du naturaliste qui observe les poissons découpés ici par les marchands. Et l'observation se précise avec l'identification ici du nom savant et la comparaison, encore une fois, aux espèces connues et plus fréquentes. Et ce geste-là entre bien en écho avec les intérêts naturalistes du voyageur, intérêts qu'il illustre par ailleurs dans d'autres ouvrages, notamment des ouvrages consacrés aux poissons. Alors, si on poursuit sur ces marchés levantins, parmi ceux qui sont les plus décrits, c'est assez naturellement le Grand Bazar de Constantinople, qui lui fait l'objet du plus grand nombre de descriptions dans les récits de voyageurs français au XVIe siècle. Et comme le note notamment Frédéric Tinguely, effectivement, cet espace d'échanges commerciaux qu'est le Grand Bazar est un lieu commun
dans la topographie de Constantinople, aux côtés d'autres espaces emblématiques, que ce soit le Palais du Grand Seigneur, le Grand Sérail, Sainte-Sophie, l'Hippodrome. On pourrait allonger la liste, je m'arrête là. Alors, cette primauté du Grand Bazar de Constantinople, elle s'explique déjà par le fait qu'il soit lié, enfin, localisé dans la ville capitale de l'Empire ottoman. Il s'agit aussi de l'espace où généralement l'altérité la plus forte est représentée en raison des biens qui y sont échangés, je vais dire dans un instant. Et c'est un véritable topos dans la mesure où ce grand bazar est une représentation qui donne lieu à un très grand nombre d'imitations entre les récits. Alors, parmi les singularités de ce lieu qui retiennent le plus l'attention des voyageurs et aussi de la critique de ces voyageurs, c'est cette fois la vente des esclaves, puisque effectivement Nicolas de Nicolet notamment insiste sur l'observation qu'il dit avoir véritablement faite du jeu d'enchères qui est mis en place par les marchands d'esclaves à Constantinople. Nicolet précise effectivement que là, donc au Bezestan, au Grand Bazar, se vendent pareillement aux plus offrants et derniers enchérisseurs infinis pauvres esclaves chrétiens de tous âges et de tous sexes, en la propre matière qu'on y vend les chevaux, car ceux qui marchandent et qui désirent en acheter quelqu'un les regardent aux yeux et aux dents et par toutes les parties du corps, voire les font dépouiller tout nus et les voient cheminer afin de pouvoir mieux connaître les défauts qu'ils pourraient avoir de nature ou imperfections de leur personne, qui est chose très pitoyable à voir et lamentable. Et Nicolet poursuit avec un bel exemple encore d'autopsie. J'y ai vu dépouiller et visiter 3 fois en moins d'1 heure, à l'un des coins du Bezestan, une fille de Hongrie, âgée de 13 à 14 ans, médiocrement belle, laquelle enfin fut vendue et délivrée à un vieux turc marchand pour le prix de 34 ducats. Alors, ces scènes de vente d'esclaves sont très connues et très étudiées. Elles relèvent d'une très forte dimension pathétique. Les voyageurs expriment leur compassion assez sincère là, à l'encontre effectivement de ces esclaves et en profitent en général pour évoquer la tyrannie du sultan, dénoncer la situation des chrétiens en Turquie au milieu du XVIe siècle. Cette page de Nicolet a donné lieu à un certain nombre d'ouvrages critiques, que ce soit de la part de Franck Lestringant ou de Frédéric Tinguely, qui évoquent tous deux la dimension très équivoque ici du regard de Nicolet, puisqu'il est bien sûr choqué, heurté de cette scène qu'il observe, mais dans le même temps, il semble assez fasciné par cette scène de dévoilement qu'il propose, encore une fois, au lecteur, qui lui aussi voit la mise à nu de cette jeune fille. Alors, ce type de scène se retrouve dans un certain nombre de voyageurs, je ne le dirai pas, mais je vous signale effectivement que chez Chénaud, on va trouver une mise en scène tout à fait similaire, avec la même déshumanisation ici de la jeune fille, la même comparaison à un animal et notamment au cheval. Et on voit effectivement ici que Chénaud, lui, propose une autre forme d'autopsie, mais qui est proche. Elle n'est pas explicitée par l'évocation de l'œil du voyageur. Et Chénaud mentionne un certain nombre d'indices, notamment dans les sons du marché, qu'il reproduit ici, en signalant que le marchand crie le prix à combien est l'esclave. Et il répète également les gestes opérés par les acheteurs. Alors, donc dans l'ensemble, cette représentation de la vente d'esclaves, c'est vraiment l'une des principales scènes qui sont développées dans l'espace des marchés et des bazars orientaux, au point, me semble-t-il, qu'elle a eu en fait tendance à éclipser, au moins peut-être partiellement, les intérêts commerciaux de ces descriptions de marchés orientaux. Et effectivement, ce marché, dans cette littérature, apparaît un sujet un petit peu ambivalent, parce que oui, c'est un espace ouvert où a priori tout devrait se montrer. Oui, c'est le lieu de l'autopsie, mais d'abord, ces lieux sont assez peu décrits en réalité. Ils sont assez peu décrits puisqu'on a juste quelques mentions architecturales, que ce soit chez Chénaud, chez Nicolet ou chez Belon. Et il n'est jamais représenté par la gravure, alors que effectivement, ce sont des textes qui, a priori, proposent un certain nombre de gravures, soit des hommes, des femmes, mais aussi des espèces d'animaux. Et ce qui prime dans ces marchés, c'est vraiment les produits, en fait, qui y sont vendus, et pas du tout la description architecturale. Les produits à la fois observés pour dénoncer des pratiques ottomanes, ou bien des produits mentionnés suivant un vrai intérêt pour le commerce. Alors, en conclusion, effectivement, pour ouvrir un peu la discussion, on voit que ces récits, malgré tout, développent un intérêt assez sensible pour les dimensions commerciales, puisque celles-ci sous-tendent leur expérience au Levant
Et on peut observer une diversité de formes d'échange. La première forme d'échange, c'est vraiment celle qui révèle la dimension très pratique du voyage, dans la mesure où beaucoup de voyageurs mettent en valeur effectivement les échanges commerciaux lors de leurs déplacements. Jean Chénault, par exemple, explicite la manière dont eh bien, on va trouver un certain nombre de denrées lors des campagnes militaires en Perse qu'il a pu suivre grâce à Gabriel Daramont. Belon, lui aussi, va noter avec une grande précision les vivres qu'il achète dans les villages sur les chemins entre, par exemple, Le Caire et Jérusalem. Ça, ce serait la première forme d'échange. Ensuite, on peut trouver de vrais échanges culturels à travers ces représentations de marchands et de marchés, puisque ces textes donnent lieu à un certain nombre de remarques ethnographiques. Effectivement, l'intérêt pour les échanges commerciaux semble être très lié à la manière dont ils révèlent pour ces voyageurs la diversité des activités humaines. Et donc, le marché devient un véritable lieu d'observation de l'organisation sociale ottomane. Dans cette page, par exemple, tirée des observations, Belon sort totalement de l'autopsie en décrivant les marchés de Turquie pour s'intéresser plutôt à la manière dont les activités marchandes sont réparties, notamment entre les femmes de différentes confessions, entre les femmes juives et les femmes musulmanes. Et enfin, on peut effectivement envisager ces récits et ces lieux marchands comme des échanges un peu informationnels, dans la mesure où on connaît très bien la dimension intertextuelle des récits de voyage. Le sujet justement la scène du marché aux esclaves en est tout à fait exemplaire, mais il est plus difficile d'observer effectivement ces textes comme le lieu d'échange, qui serait là, donc ces échanges un peu masqués ou cachés, le lieu d'échange entre des informations tirées de marchands et la manière dont ces précisions notées par des voyageurs peuvent servir, elles aussi, sans doute, à des marchands. Donc, cette question du commerce permet peut-être d'envisager l'hybridation un petit peu des discours et mériterait sans doute d'être examinée un peu plus en amont. Voilà. Donc, bref conclusion, pour au moins signaler que cette distinction qu'opère Belon entre la perspective individuelle et comptable des marchands et celle qui serait totalisante des voyageurs sont finalement très difficiles à tenir à la lecture de ces récits. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette communication qui faisait donc bien le lien entre la figure du voyageur curieux en étrange pays, et en pays qui fait un voyage lointain, etc. Et la question du commerce qui était abordée plus spécifiquement précédemment. Alors, on va encore garder les questions pour la fin. Et donc, on va passer à la communication de Jean-Pierre Farganel. Vous avez un diaporama.